Bonjour à tous, ça chauffe au Moyen-Orient, l'Iran attaque le Pakistan qui réplique, l'Iran attaque l'Irak, la Syrie. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la mer Rouge où les Houthis s'en prennent à certains navires qui traversent la mer Rouge. Les Américains et les Britanniques bombardent les Houthis. Qu'est-ce que le Yémen? Et que sont les Houthis? Alors les Houthis, ils appartiennent à l'orbite chiite. Ce ne sont pas des chiites stricto sensu hein, comme les Iraniens, mais ils ne sont certainement pas sunnites. Les Houthis, donc sponsorisés apparemment par l'Iran et qui sont les ennemis du chef d'État de l'Arabie Saoudite, MBS, qui leur mène une guerre sans pitié depuis 2015, une guerre qu'il a, 2015-2016, je ne sais plus, une guerre qu'il a perdue, parce que les Houthis sont toujours là, et que les Saoudiens n'ont pas obtenu grand-chose au Yémen. Ils n'ont pas pu imposer leurs alliés au Yémen, qui sont les ennemis des Houthis, et ils n'ont pas pu non plus obtenir une capitulation des Houthis ou leur sortie de scène. C'est tout le contraire, les Houthis n'ont jamais été aussi forts. Eh bien, qu'est-ce que le Yémen? Parce qu'on nous parle des Houthis comme si c'était quelque chose qui est arrivé hier, hein, comme s'ils étaient nés de la dernière pluie. Les Houthis sont l'illustration, la manifestation de l'âme yéménite, de la vocation du Yémen, qui est très simple. La vocation de ce pays est d'être un réservoir de violence. Ce pays est une école de formation de guérilleros, d'insurgés, de pirates. C'est sa spécialité. Il le fait bien et pas cher. Il forme d'excellents guérilleros, pirates, kidnappeurs contre rançon, preneurs d'otages, coupeurs de route, et il le fait pour pas cher. Hein, pour deux fois rien, il te forme des gens capables d'attaquer un porte-container bourré de technologie, de GPS, tout ça. Voilà. Rustiques, ils coûtent rien, ils n'ont pas de complémentaire santé, ils se baladent en sandales, ils ne sont certainement pas vaccinés, ils ne sont pas aux 35 heures, ils ne fêtent pas Noël. Voilà. Ça, c'est la grande spécialisation, le grand avantage compétitif du Yémen. Et il n'est pas le seul. Certaines régions du monde ont la même vocation. Hein, je pense notamment à Albanie, Kosovo, Tchétchénie, le Caucase, la terreur des Russes. Et pourtant, les Russes, ce pas des gens très simples, hein, c'est pas des hommes déconstruits. Et pourtant, ils ont la terreur, hein, ils ont peur du Caucase. Vous avez ça, bien entendu, en Afrique du Nord. Hein, vous avez la République des corsaires de Salé à l'époque. Dans un certain sens, le Rif est une fabrique à cette vocation-là. Hein. Rappelez-vous des grands guerriers rifins qui ont secondé, qui ont aidé Franco à prendre le pouvoir en Espagne et à massacrer les syndicalistes de Barcelone, les anarchistes et tout ça, prise de Tolède et tout ça. En Algérie, vous avez ça. En Tunisie, vous avez ça. Vous avez Tunis qui est un pôle, disons, de douceur et du commerce et des bourgeois et tout ça. Je parle sur la longueur historique, hein, sur le temps long, et entouré, notamment au nord-ouest, par des tribus très remuantes et très dures. Les tribus aussi du sud de la Tunisie, la Libye, les Sénoussi, le Fezzan, ce sont des zones je ne suis pas péjoratif, ce sont des spécialistes de la violence. Et on en a besoin. Ibn Khaldoun, le grand philosophe arabe, a bien théorisé ça, il l'a bien formulé. Les empires, les États ont besoin d'une réserve de violence où ils vont chercher les légionnaires, les soldats et autres. Voilà donc ce que l'Afghanistan est tout à fait dans cette... Afghanistan, c'est un pays sur lequel il n'y a aucun espoir. Pourquoi il n'y a aucun espoir? Parce que c'est une fabrique de guérilleros, d'insurgés. Ce n'est pas une fabrique de comptables ou de financiers ou de banquiers ou de commerçants ou d'ingénieurs. D'accord? Alors, il n'y a pas de déterminisme dans l'histoire, dans le sens où des pays qui étaient comme ça peuvent devenir des pôles, des phares de sophistication, de délicatesse et de civilisation. Le Japon, c'était la Tchétchénie de la Chine. Le Japon, il y a presque 800 ans, c'était le Yémen de la Chine. C'était là où on allait chercher les guérilleros, les mercenaires, les gens qui allaient faire peur aux gens qui doivent payer les impôts, aux gens qui doivent être rançonnés. Parce que ne sont rançonnés que les bourgeois désarmés. Hein. Le jour où vous verrez un voyou des quartiers nord de Marseille rançonner un dealer, le responsable d'un trafic de drogue ou d'un point de deal, vous m'appelez au téléphone. En général, ceux qui sont rançonnés, c'est nos enfants, nos frères, nos femmes et nous-mêmes. Parce que nous sommes désarmés, nous sommes gentils et nous payons des impôts. D'ailleurs, le premier à nous rançonner, c'est l'État.
Dans un sens, il est beaucoup plus dangereux que les criminels. Il nous prend beaucoup plus que les voleurs de goûter de quartier nord de Marseille ou même les Yéménites des Houthis, hein. Donc le Japon, c'est civilisé. Alors ça a pris beaucoup de temps et est devenu un phare de la civilisation. Il y a des exemples comme ça de peuples qui ont changé de vocation au cours de l'histoire. On peut même parler, hein, dans ces peuples un peu mercenaires comme ça, fabriques de violence. Il y a le Kurdistan, hein. Je ne connais pas bien le sujet, mais je suis prêt à la discussion. Mais il me semble aussi que là aussi, vous avez une formidable... C'est des peuples qui n'ont pas annulé leur pulsion meurtrière belliqueuse. Qui, chez eux, il n'y a pas de honte à être pirate, à ramener un otage, à rançonner quelqu'un. Hein, peut-être dans la Sicile aussi, vous avez ça. Bon. Voilà donc le Yémen imprenable. Parce qu'un peuple comme ça, tu peux le bombarder, il n'en a rien à faire, hein. Parce qu'il est fabriqué pour ça. Il fabrique des hommes durs. J'ai été des hommes forts. Sont-ils vraiment très forts? Parce qu'ils vivent sous l'oppression. Ils ont beau être pirates, bons avec derrière un fusil, mais ils sont toujours l'esclave de quelqu'un, d'un seigneur, le serf d'un seigneur, toujours opprimés par une puissance plus forte. Ils sont toujours au service de quelqu'un, l'Empire ottoman, l'Arabie quand elle était forte, ben, elle contrôlait le Yémen, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne sont pas forcément forts, ils sont juste bons sur le ring. C'est comme un boxeur, il est bon sur le ring, mais le reste de la journée, je ne sais pas s'il est vraiment le patron de sa vie, s'il n'est pas manipulé par un donneur d'ordre, un impresario, un sponsor ou autre. Mais en tout cas, il ne faut pas s'y frotter. Les Égyptiens ont essayé de coloniser, de dominer le Yémen dans les années 60 avec Nasser, qui n'était pas un rigolo. Ils se sont fait expulser du Yémen, humiliés. Les Saoudiens MBS, on en a parlé au début de la vidéo, ils ont tout essayé avec le Yémen, nada. Ils n'ont rien obtenu. Ils l'ont bombardé, F-16, F-14, je ne sais plus quoi, les missiles, rien. Parce que ils amènent le Yémen dans sa zone de confort, qui est la guérilla, la guerre, la souffrance. C'est comme l'Afghanistan. Ils adorent la guerre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas, mais la souffrance chez eux, elle est resignifiée comme quelque chose d'héroïque, d'honorable. Chez nous, ce qui est honorable, c'est la tolérance. Chez nous, il faut tolérer tous les excès de tout le monde. C'est ça l'honneur. Chez eux, le sens de l'honneur, c'est se faire casser la gueule et se relever, continuer à donner des coups, à prendre des coups. Voilà, ce sont deux concepts différents. C'est ce qui fait qu'il y a des civilisations différentes. C'est ce qui fait qu'il y a des peuples différents. Et c'est ce qui fait que les peuples pacifiques, pacifiés, doivent dominer les peuples comme ça. Parce que si tu ne domines pas le Yémen, je fais un peu je vais très vite, hein, le Kosovo, l'Albanie, la Tchétchénie, l'Afghanistan, eh bien c'est eux qui vont te dominer, parce qu'ils vont venir te chercher. C'est l'histoire de l'Afrique du Nord, hein. L'histoire du Maroc, c'est un peu ça. Ce sont des îlots de civilisation, Fès, Tétouan, Oujda, Marrakech, Essaouira, Rabat Salé, surtout Salé, qui se font de temps en temps rasier par les Yéménites. D'ailleurs, au Maroc, la tribu de la région où j'ai grandi, la ville de Rabat, la tribu, c'est les Aïrs. Les Aïrs, ce sont des gens qui viennent du Yémen, 12e siècle. Et jusqu'au début du 20e siècle, ils rasiaient Rabat. Ils rasiaient Rabat. C'était la terreur de Rabat. Vous voyez ce que je veux dire? La politique au Maroc jusqu'à la colonisation, qui a tout réglé, c'était comment je contrôle les petits Yémen qu'il y avait au Maroc. Les Aïrs, les Émours de la région de Tiflis-Trimissat, le Rif, alors le Rif, je vous en parle même pas, les tribus des marches sahariennes, les tribus, enfin bon, peu importe, l'Atlas, enfin c'était les Znata, tout ça, c'était... On pourra en parler, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, une contre-histoire de la colonisation. Je vous expliquais comment fonctionnait le Maroc, l'Algérie et la Tunisie avant la colonisation. C'était ça. Bon, voilà pour la première chose. Le Yémen est un nid de guêpes, il ne faut pas y mettre les doigts parce qu'on ne s'en sort pas. Les Américains y ont mis les doigts. Alors pourquoi les Américains y ont mis les doigts? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce sont les gendarmes du monde. Et ils sont les garants de la sécurité de la navigation, ils sont les garants de la liberté de la navigation. De la liberté de la navigation. C'est leur job. Le problème, c'est qu'il y a des mers partout, des océans partout, et il y a des crises partout. Hein, le Yémen, Taïwan, les Philippines, le détroit de Malacca, les problèmes au large du Nigeria, de la Guinée, il y a des problèmes partout. Donc c'est très facile pour une puissance émergente comme la Chine, voire même l'Iran,
d'aller créer des problèmes pour les Américains pour les éparpiller. Ça coûte très cher d'intervenir partout. C'est ce que les Américains appellent overstretching, hein, c'est l'étirement de leur. Il faut des bases partout, Djibouti, l'Arabie, Dubaï, Qatar. En Afrique, ils n'en ont pas apparemment, mais bon, il y a un peu Djibouti, mais il n'y a pas d'autres apparemment. Les Caraïbes, le Panama, le Guam, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. C'est le prix, c'est le coût de l'empire. Le coût de l'empire, et ça c'est vieux comme l'histoire, les empires à un moment donné coûtent trop cher et ils s'effondrent. C'est le petit jeu dans lequel sont embarqués les Américains et leurs challengers, russes, chinois et autres. Tout le monde veut faire craquer l'empire américain par l'aspect financier. Cette plaisanterie, enfin ce hobby coûte très cher. Hobby nécessaire, parce que si vous voulez vos iPhones depuis la Chine, ben, il faut que les outils restent tranquillement chez eux à la maison, il faut qu'ils soient dissuadés. Parce que c'est le genre s'ils ne sont pas dissuadés, c'est vous qui êtes leur jouet. Hein. Ce sont des gens qui vivent dans la domination. Ce ne sont pas sont pas comme nous. Des gens qui vivent dans la collaboration, dans la compliance, la conformité, le respect des lois. Je ne les juge pas, je dis juste que ce sont deux systèmes de pensée complètement différents. Je dis simplement cela. Troisième point, énorme hypocrisie des opinions publiques arabes et des pays arabes. Les Houthis et les Yéménites en général, parce qu'il y a des Yéménites qui ne sont pas Houthis, qui sont sunnites. Les Yéménites en général, alors pourquoi il y a les Houthis et les sunnites, pourquoi il y a des chiites et des sunnites au Yémen? Pour plusieurs raisons historiques. Une d'entre elles, elle est géographique, c'est-à-dire que c'est un pays de montagne. C'est un pays de montagne imprenable. Et qui dit montagne dit pensée de vallée. La pensée montagnarde, les vallées encaissées, où tu peux refaire le monde entre cousins. Parce que tu reçois un visiteur tous les 10 ans parce qu'il faut monter le col. Tu mets 3 ans à monter le col, et puis quand tu arrives, tu le canardes. Donc l'étranger, tu le vois une fois tous les 20 ans. C'est celui qui survit à l'escalade et à tes tirs de sommation. Donc tu peux créer des religions, tu peux créer des sectes, tu peux aussi résister à l'envahisseur sunnite ou chiite, parce qu'il ne rentre pas dans ton territoire. Hein. Ça, c'est les montagnes, c'est comme ça. Les montagnes, d'ailleurs, qui sont des fabriques d'hommes forts, parce que à la montagne, on manque de tout, notamment de terre, on manque souvent de nourriture, donc ça crée des hommes forts qui ne comptent que sur eux-mêmes. Hein, tu penses à la Corse, tu penses à la Suisse, la Suisse était une sorte de Yémen. La Suisse, avant la grande civilisation, avant de devenir un pays comme il est aujourd'hui, c'était la terreur des empires européens. Les chevaliers teutoniques aussi. Hein, je vous parlais tout à l'heure des peuples qui se sont civilisés après avoir été des réservoirs de violence. Vous avez tout ce qui est teutonique, là, vers la Prusse, vers l'Estonie, tout ça, c'était des Yéménites de la mer Baltique. Hein. Les Vikings, c'était le Yémen. Hein. Ce n'est pas une question de race, c'est une question de cheminement historique. Bon, revenons donc au Yémen. Ce Yémen-là, qui est un pays où il y a des chiites ou des sunnites, il a été attaqué par l'Arabie depuis 2015-2016. L'Arabie qui n'a pas pu le vaincre. Ensuite, elle a fait un boycott alimentaire, médicaments. Les gamins meurent, les gosses des Yéménites meurent. Tout le monde s'en fiche, à commencer par les opinions publiques arabes. Je n'ai jamais vu une manifestation au Maghreb, au Caire, en Palestine, en Syrie. Vous me direz, les Syriens, ils avaient autre chose à faire avec leur guerre civile. J'ai jamais vu de manifestation pour l'acheminement des vivres au peuple du Yémen, qui à ce jour crève à cause de l'ego démesuré de Mohammed bin Salman. Mais Mohammed bin Salman, c'est un acheteur, c'est un client de l'Occident. Contrairement à Poutine, il a eu l'intelligence de faire une ville, de dire qu'il allait faire une ville de 100 km, The Line, une ville de 100 km de long, qui va être construite par des entreprises occidentales notamment. Donc ce sont des marchés à plusieurs dizaines de milliards de dollars. C'est suffisant pour que l'Occident regarde ailleurs, tout simplement. Il a juste fait ça. Les opinions publiques arabes sont absentes, mais aussi la Ligue arabe, l'organisation de la conférence islamique, ne dit rien. Elle laisse le Yémen se faire massacrer. Et les mêmes vous disent à Gaza, tout ça. Voilà, c'est 2 poids, 2 mesures. Voilà ce que je voulais vous dire. Dernier point, le Yémen, c'est une puissance belliqueuse. Dans un sens,
comme ce n'est pas une puissance technologique, éducative, culturelle, parce que c'est pas non plus une civilisation. À l'époque, ça l'était, il y a des centaines d'années, mais là, c'était pas vraiment, hein, c'est pas le foyer d'une civilisation flamboyante, hein. Il n'y a pas de rayonnement universel du Yémen, hein. Euh, il se rattrape par ce côté belliqueux. C'est sa manière d'exister. Chacun cherche la puissance là où il peut la trouver. Hein, la Silicon Valley va la chercher dans la science, la technologie. D'autres vont la chercher dans la piraterie, dans le côté belliqueux. Le problème, un des problèmes, c'est que le Yémen est au milieu de pays qui ne savent pas se battre. L'Arabie Saoudite ne sait pas se battre. C'est une catastrophe militaire. Elle a tout le matériel elle a le matériel le plus récent, elle ne sait pas se battre. Émirats, Qatar, ne savent pas se battre. Les armées de ces pays ne se valent pas. Évidemment qu'on parle des pays qui sont des tailles différentes et tout ça, même des qualités guerrières différentes. Moi, j'aime beaucoup les Émiratis, je les adore, mais ce n'est pas des pays, ce n'est pas des nations guerrières. Donc vous avez un différentiel extraordinaire de puissance militaire, de vocation militaire. Ce qui fait que ces pays-là de la région, ils ont toujours besoin d'un parrain. À un moment, c'était les Ottomans, qui cassaient la gueule à tout le monde entre le Kurdistan irakien jusqu'au Kenya, Mombasa, hein, et jusqu'aux portes de l'Iran. Après, c'était les Britanniques, les Américains. Les Français ont raté leur chance là-bas à la fin du 19e. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Mais il y aura toujours besoin d'une intervention étrangère au Moyen-Orient, parce que les gens ne sont pas capables de se défendre tout seuls. C'est ça le grand problème, un des grands problèmes du Moyen-Orient, c'est que vous avez une diversité pas la diversité religieuse, ethnique et tous les contentieux historiques. Hein, je n'annule pas les contentieux historiques. Mais je dis tout simplement, quand vous avez des peuples avec des grandes différences comme ça, il n'y a pas le choix. Soit tu te réarmes toi-même pour te défendre contre les pirates, mais l'Arabie n'y parvient pas. Soit tu as un parrain étranger, soit tu civilises toi-même tes marges belliqueuses. Bon. J'espère pour le Yémen, très sincèrement, qu'il se civilisera et qu'il abandonnera l'économie de cette guérilla, de la piraterie, pour être un pays, pour être la prochaine Corée du Sud. Pourquoi pas? C'est ça ce qu'on appelle, c'est l'évolution du temps long. Ça ne se fera pas d'ici 50 ans ou 100 ans. Il faut du temps long pour reprogrammer la culture locale. Bien évidemment, ce que je dis là, c'est complètement contre le courant, contre-courant, c'est pas du tout orthodoxe. Parce que si on en croit le FMI ou l'Union européenne, il suffit de donner de l'argent, construire des ponts, des routes, et pour que les gens respectent les droits de l'homme, créent des iPhones et tout ça. Non. Les peuples ont la tête dure. Les civilisations ont la tête dure. Elles sont obstinées. Elles se fichent des résultats. Elles se fichent des résultats. Elles sont égoïstes, égocentriques, elles sont orgueilleuses. Pour les faire bouger, il faut beaucoup de temps et il faut beaucoup de sang. Le Japon n'a pas été civilisé par les samouraïs comme ça. Ils ont mis 600 ans, 700 ans pour que les Japonais apprennent à obéir. Parce que nous, le Japonais qu'on voit aujourd'hui, il est le fruit d'une rééducation, d'un dressage, d'une domestication qui a pris 800 ans par le sabre. On n'a pas fait le Japonais exemplaire, discipliné d'aujourd'hui comme ça. Avons-nous encore des intellectuels qui pensent les choses sur le temps long? Je ne pense pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. À bientôt. Et cliquez sur like, bien sûr. Ciao, ciao.